Mon fils était en train de mourir d'une infection rare, et j'ai supplié mes parents de prendre mes plus jeunes enfants jusqu'au matin. Maman a dit, nous ne sommes pas tes larbins. Mon frère a ajouté, tu aurais dû mieux t'organiser. Une semaine après les funérailles, ils se sont présentés en demandant à emménager dans ma maison vide. Je me suis tenu sur le seuil, j'ai dit un seul mot, et le visage de papa est devenu blanc. La saturation en oxygène de Cohen est tombée à 87 à 19h42, un mardi de novembre. Et je savais ce que 87 signifiait, car je lis des chiffres d'oxygène pour gagner ma vie. Étage 87, pour un enfant de 9 ans avec une fièvre à 40,1 degrés Celsius, c'est le chiffre qui signifie, arrête ce que tu fais, arrête d'expliquer, arrête d'espérer que le Tylenol fasse effet, et conduis. Je l'ai soulevé du canapé. Il était léger, plus léger qu'un garçon de 9 ans ne devrait l'être après 2 jours de fièvre, de vomissements, et de cette sueur qui traverse une taie d'oreiller et laisse une forme sur le tissu, comme la carte d'un pays que le garçon a visité sans la permission de personne. Son front était brûlant contre mon cou. Sa respiration était superficielle, rapide, le rythme que j'entends à travers des stéthoscopes 12 heures par jour, sur des patients dont les poumons travaillent plus que leur corps ne peut le supporter. Et l'écoute était différente quand les poumons étaient ceux de mon fils, car l'écoute n'était plus clinique. L'écoute était celle d'un père qui entendait la respiration de son enfant, qui connaissait le chiffre, et qui savait que ce chiffre était mauvais. L'humaine était dans la cuisine, en train de manger des céréales. Elle a 6 ans. Elle était assise à table avec un bol de Cheerios et un verre de lait, et l'expression concentrée d'une fille qui dîne à 19h42 parce que le dîner était en retard, parce que le dîner a été en retard pendant 2 jours, parce que son frère a été malade et que son père a surveillé. Et que la surveillance a remplacé la cuisine, et que la cuisine a été remplacée par des céréales, ce que les enfants de 6 ans mangent quand la maison fonctionne sur la peur plutôt que sur un emploi du temps. Ridley était par terre dans le salon, avec un puzzle. Il a 4 ans. Il plaçait les pièces avec la patience délibérée d'un enfant qui ne sait pas que la maison est en crise, car les enfants de 4 ans ne lisent pas les chiffres d'oxygène, n'entendent pas la différence entre une respiration superficielle et une respiration normale. Et ne voient pas leur père porter leur frère jusqu'au camion en comprenant ce que ce portage signifie. J'ai appelé ma voisine, Meg. Je dois emmener Cohen aux urgences. Peux-tu rester avec l'humaine et Ridley jusqu'à ce que j'appelle mes parents? Meg était à ma porte en 3 minutes. C'est le genre de voisine qui ne pose pas de questions quand un père porte un enfant jusqu'à un camion à 19h45 en novembre, avec un visage qui dit que les questions peuvent attendre. J'ai conduit jusqu'au Providence Portland Medical Center, en 7 minutes. Le même hôpital où je travaille, où je gère les ventilateurs, j'intube les patients et je surveille les niveaux d'oxygène pendant 12 heures d'affilée, où les couloirs connaissent mon badge, les infirmières connaissent mon nom. Et le service de thérapie respiratoire au 3e étage est l'endroit où je vais chaque matin pour aider les enfants des autres à respirer. Ce soir, j'amenais mon propre enfant par l'entrée des urgences, et cette entrée semblait différente, vue de l'intérieur de la peur d'un père, que vue de l'intérieur d'une garde professionnelle. L'équipe des urgences a trié Cohen à 19h54. Fièvre 40,1 degrés Celsius, rythme cardiaque 142, saturation en oxygène 84 en baisse par rapport au 87 que j'avais lu à la maison, tension artérielle basse, temps de recoloration capillaire retardé. Le médecin a ordonné des hémocultures, une radiographie thoracique, des fluides intraveineux et des antibiotiques à large spectre. Les hémocultures prendraient 24 heures. Les antibiotiques ont commencé immédiatement. Et le thérapeute respiratoire de garde, un collègue nommé Davis, m'a regardé de l'autre côté du lit et n'a pas dit ce qu'il pensait, car ce qu'il pensait était ce que je pensais, que les chiffres sur le moniteur étaient ceux d'un enfant dont l'infection avait une longueur d'avance sur le traitement. Je suis sorti dans le couloir à 23h14 pour passer l'appel. Cohen était dans un lit, avec des perfusions dans les 2 bras, un masque à oxygène sur le visage, et un moniteur qui bipait le rythme d'un cœur qui travaillait trop fort. L'infirmière ajustait ses fluides, Davis vérifiait ses réglages de ventilation, et moi, j'étais debout dans un couloir que j'avais arpenté 1000 fois. Tenant un téléphone qui allait composer le numéro des 2 personnes au monde qui devraient répondre à la première sonnerie quand leur petit-fils est aux urgences. Ma mère, Blit, a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix était celle d'une femme qui dort depuis 1 heure, qui n'est pas ravie d'être réveillée, et qui n'a pas encore intégré la raison de l'appel. Car la raison exige d'être intégrée, et l'intégration exige d'être réveillée, et Blit n'était pas réveillée. Elle était dérangée. Maman, Cohen est aux urgences. Son oxygène chute.
Ils font des cultures et commencent les antibiotiques, mais c'est grave. J'ai besoin que papa et toi veniez à la maison pour rester avec Lumen et Ridley. Meg est avec eux, mais elle ne peut pas rester toute la nuit. C'est à 20 minutes de route. La pause a duré 4 secondes. 4 secondes, c'est le temps qu'il faut à une mère pour décider si l'urgence de son petit-fils est assez importante pour interrompre son sommeil. Et la décision est arrivée dans la voix de Blythe, comme une porte se fermant sur une pièce dans laquelle elle avait déjà décidé de ne pas entrer. Nous ne sommes pas tes larbins. Se taire. Tu as choisi d'avoir 3 enfants sans femme. Tu as choisi un travail avec des gardes de nuit. Tu as choisi de te mettre dans une position où une seule urgence fait s'effondrer tout ton foyer. Ce n'est pas notre problème. Appelle une babysitter. Appelle une voisine. Appelle quelqu'un qui est payé pour gérer tes défauts d'organisation. Nous sommes au lit. Nous n'allons pas traverser la ville parce que tu ne peux pas gérer ta propre vie. La phrase est sortie du téléphone en haut-parleur, car mes mains tremblaient et le haut-parleur était le seul moyen de tenir le téléphone sans le lâcher. Colu se tenait à côté de moi. Colu est mon superviseur, 50 ans, 26 ans en thérapie respiratoire, un homme qui a entendu tous les sons qu'un hôpital produit, et qui n'avait jamais entendu le son d'une mère disant à son fils que l'urgence de son enfant mourant était un défaut d'organisation. Colu a entendu chaque mot. Le couloir a entendu chaque mot. Et l'appel, qui a duré 2 minutes et 41 secondes, contenait une phrase que je porterai plus longtemps que n'importe quelle lecture d'oxygène que j'avais jamais faite. En arrière-plan, la voix de mon frère, Dane, tu aurais dû mieux t'organiser, frangin. C'est ce qui arrive quand on a des enfants qu'on ne peut pas gérer. L'appel a pris fin. 2 minutes et 41 secondes. La durée du refus d'une famille de conduire 20 minutes pour un petit-fils sous ventilateur. Je suis resté dans le couloir, le téléphone à la main, le moniteur bipant à travers la porte ouverte de Cohen, le chiffre 84 à l'écran, et mes 2 plus jeunes enfants à 20 km de là, avec une voisine qui avait répondu en 3 minutes. Et mes parents, à 20 minutes, choisissant le sommeil plutôt qu'un trajet qui aurait pu prendre moins de temps que l'appel téléphonique. Colu a posé sa main sur mon épaule. Il n'a rien dit pendant 10 secondes. Puis il a sorti son propre téléphone et a appelé sa femme, Ruth. Ruth, j'ai besoin que tu ailles chez se taire. Ses enfants sont avec une voisine, elle a besoin d'être relayée. Prends un oreiller, tu risques d'y être jusqu'au matin. Ruth est arrivée chez moi à minuit. Elle est restée avec Lumen et Ridley jusqu'à ce que je rentre l'après-midi suivant. Une femme que j'avais rencontrée 4 fois a traversé la ville à minuit pour mes enfants, parce que mon collègue le lui avait demandé. Et ma propre mère, qui vit à 20 minutes de chez moi et qui connaît mes enfants depuis leur naissance, m'a dit d'appeler quelqu'un qui est payé. Bienvenue sur le coin Reddit, où la personne qui répond au téléphone à minuit n'est pas toujours celle qui partage votre sang. Si votre famille a déjà qualifié votre urgence de défaut d'organisation pendant que votre enfant était sous ventilateur, abonnez-vous maintenant, car l'appel a duré 2 minutes et 41 secondes, et la facture pour ces 2 minutes est sur le point d'arriver. Je m'appelle Sutterval. J'ai 34 ans. Je suis thérapeute respiratoire au Providence Portland Medical Center à Portland, Oregon. Je gère les ventilateurs, je pratique des intubations, je surveille les pressions des voies respiratoires, j'ajuste les systèmes d'administration d'oxygène et je réponds au code bleu à tous les étages d'un hôpital de 483 lits. Mon salaire est de 68 000 € par an. Je travaille par garde de 12 heures, 3 à 4 fois par semaine, en alternant jour et nuit, car les urgences respiratoires ne respectent pas les horaires, et les patients qui ne peuvent pas respirer à 2 heures du matin ont besoin du même thérapeute qui les a aidés à respirer à 14 heures. Ma famille appelle mon travail, les tuyaux de respiration, comme si les tuyaux respiraient tout seuls et que l'homme qui les gère était inutile. Ma femme, Marin, est décédée il y a 3 ans dans un accident de voiture sur l'île 84, lors d'une tempête de pluie en mars. Elle avait 30 ans. Elle était enseignante en maternelle. C'était la personne qui faisait tourner la maison quand j'étais de garde. Celle qui couchait Lumen, lisait des histoires à Cohen, donnait le bain à Ridley et laissait une assiette au micro-ondes avec un post-it qui disait « Mange ça. Tu as encore oublié de déjeuner. » Elle était l'architecture du foyer. Et l'architecture s'est effondrée un mardi de mars, quand un semi-remorque a fait de l'aquaplaning à travers le terre-plein central. Et l'effondrement a été reconstruit par un seul homme, avec 3 enfants, un salaire, un emploi du temps, et l'endurance spécifique d'un père qui n'a pas l'option de s'arrêter, parce que les 3 personnes qui dépendent de lui ont moins de 10 ans.
Et que moins de 10 ans est l'âge où s'arrêter n'est pas une possibilité. Colu m'a dit quelque chose la semaine après la mort de Marin, que je garde dans la même poche où je garde le téléphone qui a appelé Blit. Les garçons et la fille ont toujours besoin du même père qu'ils avaient hier. Le deuil change la maison. Il ne change pas l'homme. Colu est la personne qui se tient à côté de moi dans les couloirs, quand le couloir est l'endroit le plus difficile de l'hôpital, ce qui est le cas de chaque couloir quand votre fils est dans le lit, que votre formation est ce qui vous dit ce que les chiffres signifient. Et que votre cœur est ce qui vous dit d'ignorer les chiffres, parce que les chiffres concernent votre garçon. Ce que ma famille ne sait pas, c'est ce que je paie. Je soutiens financièrement mes parents depuis 3 ans, depuis la mort de Marin. Depuis que Gareth a pris une retraite anticipée à 60 ans, avec une pension qui couvre 2100 € par mois et un appartement qui en coûte 1650 €. Le fossé entre la pension et le loyer est de 800 €, que Gareth ne peut pas produire et que moi, je peux. Complément de loyer, 800 € par mois depuis 3 ans, 36 mois, soit 28 800 €. De l'homme qui travaille avec les tuyaux de respiration, au père qui s'est endormi pendant que son petit-fils en avait un. Je me suis également porté co-signataire du bail de l'appartement. La cote de crédit de Gareth est tombée à 580 après qu'une dette médicale a été envoyée en recouvrement il y a 4 ans. Le propriétaire exigeait un co-signataire. J'ai signé. La signature signifiait que si Gareth faisait défaut, l'obligation du bail me revenait. Cette obligation est sur mon rapport de crédit depuis 4 ans, réduisant ma capacité d'emprunt, limitant mes options de refinancement et liant mon identité financière à un homme qui a refusé de conduire 20 minutes pour son petit-fils mourant. L'assurance auto de Gareth, 220 € par mois, sur ma police, depuis 2 ans, soit 5280 €, parce que le tarif indépendant de Gareth était de 410 € après un accrochage, et la différence était pour moi. Le forfait téléphonique de Dane, 110 € par mois, sur mon forfait familial, depuis 3 ans, soit 3960 €, parce que Dane a 30 ans, travaille à temps partiel comme préparateur de commandes, et que son revenu ne couvre pas un forfait téléphonique au tarif normal. Et le frère qui m'a dit de mieux m'organiser est sur mon forfait téléphonique depuis ses 27 ans. Soutien invisible total, 28 800 € de loyer plus, 5, 280 € d'assurance plus, 3, 960 € de téléphone égale 38 040 €. De l'homme qui a choisi d'avoir 3 enfants sans femme, à la famille qui a choisi le sommeil plutôt qu'un trajet de 20 minutes, pendant que l'un de ses enfants était en train de mourir. Cohen avait 9 ans. Il était en CM1 à l'école primaire de Woodstock. Il lisait Hatchet de Gary Paulson et en était à la page 84, la page où Brian trouve les baies. Le marque-page était un reçu plié de Powell S. Books, où j'avais acheté le livre un samedi après-midi d'octobre, quand Cohen avait dit « Papa, j'ai gagné un livre sur un gamin qui a survécu à quelque chose », et j'avais répondu « Je vois lequel », parce que j'avais lu Hatchet à 9 ans. Et le livre était le même, le garçon était différent, et la différence était la meilleure partie. Cohen disait bonne nuit de la même manière, chaque soir. Bonne nuit, papa. On se voit au petit déjeuner. Chaque soir, les mêmes 6 mots, la même séquence. Les mots étaient un contrat, entre un père et un fils, qui disait, la nuit passera, le matin viendra, le matin inclura de la nourriture, et la nourriture nous inclura tous les deux. La dernière fois que Cohen l'a dit, c'était le lundi 1er novembre, la nuit avant que la fièvre n'atteigne 40, 1 degré Celsius, que l'oxygène ne chute à 87, et que le contrat ne soit rompu par une infection bactérienne entrée par une égratignure sur son genou gauche. Qui a voyagé jusqu'à son sang et est devenu une septicémie. Et la septicémie est devenue un choc septique, et le choc est devenu la raison pour laquelle j'étais debout dans un couloir d'hôpital à 23h14, appelant une mère qui m'a dit de mieux m'organiser. Cohen est mort le 4 novembre à 3h12 du matin. Je tenais sa main. La main était petite dans la mienne, la main d'un garçon de 9 ans dont les doigts avaient tenu une batte de baseball au printemps dernier, une canne à pêche l'été dernier, et un crayon hier, dans une salle de classe où il écrivait un rapport sur la montaison des saumons du Nord-Ouest Pacifique. Parce que la montaison des saumons était le sujet, et Cohen était le genre de garçon qui choisissait des sujets impliquant de l'eau, du mouvement, et la persistance spécifique d'une créature qui nage à contre-courant, parce que c'est en amont qu'elle doit être. Le moniteur affichait 0. Le ventilateur continuait de cycler, mais le cycle était mécanique, et le garçon ne l'était plus. Davis a éteint le ventilateur. L'infirmière a retiré les perfusions. Et le thérapeute respiratoire, qui gère les voies respiratoires pour gagner sa vie, a vu les voies respiratoires de son fils cesser de transporter le souffle.
Et l'arrêt fut le son le plus silencieux d'une profession bâtie sur le son. Et le silence était permanent. Le bracelet a été coupé à 3h26 du matin. Plastique blanc, encre bleue. Val, Cohen Monsieur DN mars 2015. 9 à 11 février. L'infirmière me l'a tendu, comme les infirmières tendent les choses au père à 3h26 du matin, doucement, lentement, et avec la compréhension que la chose tendue est le dernier acte administratif que l'hôpital accomplira au nom d'un enfant. Et l'acte est petit, un bracelet, quelques grammes de plastique avec un nom imprimé à l'encre qui s'effacera en un an. Et la petitesse de l'acte est inversement proportionnelle au poids de l'objet, car l'objet porte maintenant le nom que le garçon ne porte plus. Et le nom est la chose qui reste, quand le garçon ne reste pas. Je l'ai mis dans ma poche. La poche où était le téléphone. Le téléphone qui avait passé l'appel. Le téléphone qui avait enregistré 2 minutes et 41 secondes du refus d'une famille. Le bracelet et le téléphone étaient dans la même poche. Et la poche contenait les deux choses que je sortirais de l'hôpital. La preuve que mon fils avait existé, et la preuve que ma famille ne s'était pas présentée. Bon retour sur le coin Reddit. Si vous êtes le père qui a tenu la main de son fils quand le moniteur est passé à 0, et dont les parents étaient à 20 minutes, en train de dormir, abonnez-vous, car le bracelet est dans ma poche, et les factures sont sur le point de partir. Les funérailles ont eu lieu le 8 novembre. Garrett et Blitt y ont assisté. Dane y a assisté. Ils étaient assis au 3e rang. Ils ne se sont pas assis avec moi. Ils ne se sont pas assis avec Lumen ou Ridley. Ils se sont assis derrière la famille Colu, derrière les voisins, derrière les enseignants de l'école primaire de Woodstock qui sont venus parce que Cohen était le genre de garçon dont les enseignants se souviennent. Le garçon qui posait des questions, attendait les réponses, et remerciait le personnel de la cafétéria par leur nom, parce que Marin lui avait appris que toute personne qui vous nourrit mérite de savoir que vous l'avez remarqué. Le 3e rang était le rang des gens qui étaient présents pour la cérémonie, et absents pour la crise. Et la distance entre le 3e et le 1er rang était de 2 mètres, de 6 jours, et d'un appel téléphonique qui a duré 2 minutes et 41 secondes. Personne ne m'a parlé de l'appel. Personne n'a dit, nous aurions dû venir. Personne n'a dit, nous sommes désolés d'avoir dit non. Blitt m'a étreint à la fin. Le genre d'étreinte qui dure 3 secondes et qui communique une obligation plutôt que du chagrin. L'étreinte d'une femme qui exécute le geste attendu à l'événement attendu, et qui retournera à son appartement ce soir et dormira du même sommeil qu'elle a dormi le 2 novembre. Le sommeil qui était plus important qu'un trajet de 20 minutes. J'ai failli leur pardonner, aux funérailles. Le cercueil était petit. Les fleurs étaient blanches. Lumen tenait ma main, et Ridley tenait la main de Lumen. Et nous trois formions une ligne de personnes qui étaient autrefois 4. Et le 4 était visible dans l'espacement, le vide entre Lumen et le bout du rang, là où Cohen se serait tenu. Le vide qui avait la forme d'un garçon de 9 ans qui aurait dû être là, et qui était plutôt à l'intérieur de la boîte, à l'avant de la pièce. Le pardon était dans ma gorge. Le pardon était prêt à sortir, car le deuil vous rend généreux, et la générosité vous rend faible, et la faiblesse vous fait pardonner aux gens qui ont créé les conditions de la chose que vous pleurez. Mais le bracelet m'a arrêté. Il était dans la poche de ma veste. Val, Cohen monsieur le bracelet ne pardonnait pas. Le bracelet était un document d'hôpital. Et les documents d'hôpital sont des archives, et les archives ne négocient pas avec le deuil. Le bracelet disait, votre fils a été admis le 2 novembre et est décédé le 4 novembre. Et les gens du 3e rang ont dit non le 2 novembre, et sont arrivés le 8 novembre. Et la distance entre le 2 et le 8 est de 6 jours, et d'une vie entière. Le 9 novembre, le lendemain des funérailles, je me suis assis à la table de la cuisine à 6 heures du matin, avec le bracelet à côté de la cafetière, mon ordinateur portable ouvert. Et le calme spécifique d'un homme qui a enterré son fils et qui s'apprête maintenant à enterrer l'architecture financière qu'il a construite autour de la famille qui a laissé son fils mourir sans leur présence. J'ai appelé la société de gestion de l'immeuble. J'ai demandé le retrait de ma cosignature du bail de l'unité 4B, locataire Garrett Val. Le gestionnaire immobilier m'a informé que le retrait d'un cosignataire nécessitait un préavis de 30 jours, et que le propriétaire réévaluerait la qualification du locataire principal. La cote de crédit de Garrett était de 580. Le loyer était de 1650 €. La réévaluation échouerait. Le propriétaire émettrait un avis de non-renouvellement, et l'appartement qui avait été garanti par ma signature deviendrait l'appartement que ma signature ne garantirait plus.
J'ai annulé le virement automatique du complément de loyer. 800 € par mois, disparu. Le prochain loyer serait en retard de 800 €, et ce retard serait le premier que Gareth affronterait seul en 3 ans. Et l'affronter coûterait plus cher que le loyer, car l'affronter nécessiterait de reconnaître qui avait payé, et pourquoi le paiement avait cessé. Et le pourquoi était un appel de 2 minutes et 41 secondes, le 2 novembre. J'ai annulé l'avenant d'assurance auto de Gareth, 220 € par mois. La police expirerait dans 30 jours. J'ai annulé le forfait téléphonique de Dane, 110 € par mois. Le frère qui m'avait dit de mieux m'organiser perdrait son service téléphonique dans 30 jours. Et le service qui avait porté la phrase « Tu aurais dû mieux t'organiser » serait le service qui ne porterait plus rien du tout. J'ai failli m'arrêter après les annulations. Le loyer était coupé. L'assurance était coupée. Le téléphone était coupé. Le retrait de la cosignature était en cours. Mais la porte de la chambre de Cohen m'a arrêté. Elle était fermée. Elle était fermée depuis le 4 novembre. La porte était à 4 mètres de la table de la cuisine, et la distance entre la table et la porte était la distance entre le père qui fonctionnait encore, et la pièce où le fonctionnement s'arrêtait. Et la porte était fermée car l'ouvrir nécessitait une préparation que je n'avais pas encore, et ne pas l'avoir n'était pas de la faiblesse. Ne pas l'avoir était une question de temps. La porte s'ouvrirait quand le moment viendrait. J'ai failli appeler Blit pour dire ce que je ne savais pas. Pour dire, votre petit-fils est mort et vous n'étiez pas là, un fait qu'elle connaissait déjà. Pour dire, votre appel a duré 2 minutes et 41 secondes, un chiffre dont elle ne se souviendrait pas. Pour dire, le bracelet dit 2 novembre et votre absence dit la même chose, une phrase qui nécessitait un auditeur, et Blit n'était pas une auditrice. Blit était une organisatrice. Elle organisait sa vie autour de la commodité, et la commodité avait exclu un petit-fils mourant. L'appel ne changerait pas l'organisation. Les factures, si. Dimanche 15 novembre, 9h15. On a frappé à la porte, le coup d'un homme qui a épuisé ses options et qui est arrivé à l'option qu'il avait juré ne pas avoir besoin. Gareth était sur le seuil. Blit était derrière lui. Le camion était dans l'allée, la benne couverte d'une bâche, et sous la bâche, il y avait des valises, des boîtes, et les affaires compressées de 2 personnes qui ont reçu un avis de non-renouvellement, qui ont 30 jours pour trouver une nouvelle adresse. Et dont la première pensée n'a pas été de trouver un appartement, mais de trouver le fils dont il n'aurait pas à payer l'appartement. Gareth m'a regardé. Ses yeux sont allés vers le bracelet dans ma main. Je le tenais au comptoir de la cuisine quand on a frappé, comme je le tiens chaque matin quand le café coule et que la maison est silencieuse, et que le silence est le son d'un garçon qui ne descend pas pour le petit déjeuner. Se taire, nous avons reçu l'avis. Le propriétaire ne renouvelle pas. Nous avons besoin d'un endroit où rester. Ce serait temporaire, quelques mois, jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose. La maison a 3 chambres, se taire, a dit Blit. Elle l'a dit de derrière Gareth, la position qu'elle occupe dans chaque confrontation, derrière l'homme qui fournit la stratégie qu'il exécute. L'humaine a la sienne. Ridley a la sienne. Et la 3e chambre est disponible. Disponible. Le mot qu'elle a choisi. Pas de vide. Pas celle de Cohen. Disponible. Le mot qu'un propriétaire utilise pour une unité qui a été libérée. Le mot qu'un gestionnaire immobilier utilise pour un espace qui n'a plus de locataire. Ma mère a qualifié la chambre de mon fils décédé de disponible, 13 jours après ses funérailles, debout sur mon porche avec des valises dans un camion. Et ce mot était le mot qui m'a dit tout ce que je devais savoir sur la façon dont Blit gère le deuil. Elle ne gère pas le deuil, elle gère la logistique. Et la logistique d'un petit-fils décédé, c'est que sa chambre est disponible, son père a de la place, et l'espace peut être rempli par les grands-parents qui n'ont pas conduit 20 minutes quand la chambre était occupée et que le garçon à l'intérieur était en vie. Vous voulez emménager dans la chambre de Cohen? C'est une solution pratique, se taire. La chambre est là. Nous avons besoin d'un endroit. C'est logique. C'est logique. Mon fils est mort il y a 13 jours, dans un hôpital où je lui tenais la main pendant que son cœur s'arrêtait. Et la chambre où il dormait, lisait, et disait bonne nuit chaque soir, est maintenant une solution pratique pour les parents qui m'ont dit qu'il n'était pas mes larbins. La nuit où il a été admis. Le visage de Gareth s'est crispé. Le raidissement d'un homme qui entend sa propre phrase lui être renvoyée dans un contexte qu'il n'avait pas anticipé. La main de Blit est allée vers le haillon du camion,
le geste de stabilisation d'une femme qui a besoin de quelque chose de solide, car la conversation va plus vite que sa capacité à la rediriger. Je vous ai appelé à 23h14, le 2 novembre. L'oxygène de Cohen était à 84%. Son rythme cardiaque était de 142. Il avait des perfusions dans les deux bras, un masque à oxygène sur le visage, et un thérapeute respiratoire debout au-dessus de lui, ajustant les réglages du ventilateur. Et le thérapeute respiratoire, ce n'était pas moi, car j'étais dans le couloir, en train de vous appeler. Et le couloir était l'endroit que j'ai choisi de me tenir, car c'était l'endroit où le téléphone pouvait fonctionner. Et la chambre de Cohen était l'endroit où le téléphone ne pouvait pas. Et le choix, entre être au chevet de mon fils et appeler mes parents, était un choix que je n'aurais jamais dû avoir à faire, car la réponse aurait dû être oui, et le trajet aurait dû prendre 20 minutes. Et la nuit aurait dû se terminer avec 2 grands-parents sur mon canapé et un père au lit de son fils. Lumen et Ridley étaient à 20 km. Avec une voisine qui est venue en 3 minutes. Vous étiez à 20 minutes. Je vous ai demandé de conduire. Vous m'avez dit d'appeler quelqu'un qui est payé. Vous m'avez dit que j'ai choisi d'avoir des enfants sans femme. Vous m'avez dit que mon urgence était un défaut d'organisation. Et Dane, qui était sur mon forfait téléphonique parce que son travail d'entrepôt ne couvre pas le tarif normal, m'a dit que j'aurais dû mieux m'organiser. J'ai brandi le bracelet. Plastique blanc, encre bleue. Val, Cohen M, l'appel a duré 2 minutes et 41 secondes. Cohen a duré 27 heures et 58 minutes après cet appel. Et pendant ces 28 heures, la femme de mon collègue a traversé la ville à minuit pour dormir sur mon canapé. Pour que mes enfants ne soient pas seuls. Parce qu'une femme que j'avais rencontrée 4 fois a fait ce que mes parents n'ont pas fait, répondre quand un père dit que son enfant est en train de mourir. Le visage de Garrett est passé de crispé à blanc. Le blanc d'un homme qui entend l'arithmétique de son refus calculé en heures, en euros et en pourcentage d'oxygène. Et l'arithmétique produit une somme qu'il ne peut pas payer, car la somme n'est pas financière. La somme est le nom d'un petit-fils sur un bracelet, brandi sur un seuil par un fils dont les yeux sont secs, car les thérapeutes respiratoires apprennent tôt que pleurer embue l'équipement, et que l'équipement embue élit mal les chiffres, et que les chiffres mal lui coûtent des vies. Mes yeux étaient secs. Le bracelet était dans ma main. Et le nom sur le bracelet était le nom du garçon dont ma mère venait de qualifier la chambre de disponible. Nous sommes tes parents, se taire. La famille est de la famille. La famille est de la famille. Vous me dites cette phrase maintenant, debout sur mon porche avec des valises dans votre camion. Vous ne l'avez pas dite le 2 novembre. Le 2 novembre, vous avez dit, nous ne sommes pas tes larbins. Vous avez dit, appelle quelqu'un qui est payé. Vous avez dit que j'ai choisi d'avoir des enfants sans femme. Comme si la mort de Marin était une décision de personnel que j'avais prise. Comme si la femme qui est morte sur l'île 84 sous une tempête de pluie était un choix de personnel qui a mal tourné. Au lieu d'un accident de voiture qui a enlevé une mère à 3 enfants et une femme à un homme qu'il aimait. La bouche de Blitz est ouverte. Je ne le pensais pas de cette façon. Vous le pensiez exactement de cette façon, maman. Vous pensiez que la mort de Marin était mon problème à gérer, et que le gérer mal était la raison pour laquelle Cohen était à l'hôpital. Que l'hôpital était la conséquence de mes choix. Et non la conséquence d'une infection bactérienne entrée par une égratignure sur le genou d'un garçon de 9 ans alors qu'il jouait au foot à la récréation, ce que font les garçons de 9 ans. Ce qui n'est pas un défaut d'organisation. C'est l'enfance. Et l'enfance s'est terminée dans un hôpital où son père était présent, et ses grands-parents ne l'étaient pas. J'ai regardé Garrett. Laisse-moi te dire ce que votre sommeil a coûté, papa. Je vais te donner les chiffres, car les chiffres sont la chose que cette famille ne discute pas. Et la non-discussion est la chose qui laisse les chiffres grandir. 800 € par mois de complément de loyer. 3 ans. 28 800 € de mon salaire à votre appartement, parce que votre pension ne couvre pas le loyer que vous avez choisi, et le fossé est de 800 €, et le fossé a été comblé par moi, depuis la mort de Marin. J'ai levé un deuxième doigt. La co-signature sur votre bail. 4 ans, lié à mon crédit, réduisant ma capacité d'emprunt. La signature qui vous a permis de vivre dans un appartement de 85 mètres carrés au lieu d'un studio. La signature que je retire maintenant. Car mon nom ne devrait pas figurer sur un bail appartenant à un homme qui ne mettrait pas son nom sur un trajet de 20 minutes pour son petit-fils mourant. Troisième doigt. Votre assurance auto.
220 € par mois pendant 2 ans. 5280 € sur ma police, parce que votre accrochage a augmenté votre tarif, et la différence était pour moi. 4e doigt. Le forfait téléphonique de Dane. 110 € par mois pendant 3 ans. 3960 € pour le frère qui m'a dit de mieux m'organiser, tout en se tenant dans une maison qui fonctionne sur mon forfait. J'ai levé 4 doigts. Total, 38 040 €. De l'homme qui a choisi d'avoir 3 enfants sans femme, à la famille qui a choisi de dormir pendant que l'un de ses enfants était en train de mourir. Garrett s'est avancé. Ses mains sont sorties de ses poches. Sa voix a baissé, le registre que les hommes utilisent quand ils s'apprêtent à offrir quelque chose qu'ils croient généreux, et ne savent pas encore que c'est insultant. Nous pouvons aider maintenant. Avec l'humaine, avec Ridley. Les sorties d'école, les week-ends, les nuits. Laisse-nous emménager, et nous serons l'aide que nous aurions dû être. À plein temps, tout ce dont tu as besoin. L'offre est restée sur le porche, comme une facture en retard reste sur un bureau. Datée après que le service ait été nécessaire, facturée pour un travail qui n'a pas été effectué, et estampillée d'une date d'échéance qui est déjà passée. Vous aviez une nuit pour aider. Le 2 novembre, à 23h14. Cohen était aux urgences, l'humaine et Ridley étaient avec une voisine, et vous étiez à 20 minutes. Et vous avez dit non. L'aide que vous offrez maintenant ne vous coûte rien, car vous avez besoin d'un logement. Et le logement vient avec une chambre, et la chambre est celle de Cohen, et Cohen n'y est pas parce que Cohen est mort. Vous n'offrez pas de l'aide. Vous offrez une transaction. La garde d'enfants contre une chambre, et la chambre n'est pas une chambre. C'est la chambre de mon fils. Et la chambre de mon fils n'est pas disponible. J'ai brandi le bracelet une dernière fois. J'ai regardé Garrett. Cohen. Un mot. Un nom. Le nom d'un garçon qui disait « Bonne nuit, papa, on se voit au petit déjeuner, chaque soir », et dont le petit déjeuner n'est jamais venu le 4 novembre. Dont la chambre est à 4 mètres de la table de la cuisine, et dont le bracelet est la dernière chose que l'hôpital a donnée à son père. Le nom a atterri sur le porche, comme le 0 du moniteur avait atterri dans la chambre d'hôpital. Final, total, et sans appel. Le visage de Garrett est devenu blanc. Pas le blanc du choc, le blanc de la reconnaissance. Le blanc d'un homme qui a entendu le nom de son petit-fils décédé prononcé par son fils, sur un seuil où le fils se tient et où la porte est sur le point de se fermer. Et la fermeture est le son de chaque demande d'aide qui a été refusée le 2 novembre, renvoyée le 15 novembre. Pas comme une vengeance, mais comme un fait. Le fait est que la chambre est celle de Cohen. Le fait est que la porte est celle du père. Le fait est que les parents qui ont dit non entendent maintenant non. Et le non sonne de la même manière des deux côtés de la porte. J'ai reculé. J'ai fermé la porte. Le déclic du loquet était le même que celui de chaque porte de ma vie. Mais ce déclic était différent, car il séparait l'intérieur de l'extérieur. Et l'intérieur contenait la chambre de Cohen, et l'extérieur contenait les gens qui n'étaient pas là quand Cohen y était. À travers la porte, j'ai entendu Garrett rester sur le seuil pendant 1 minute et 14 secondes. J'ai entendu Blit dire quelque chose que je n'ai pas pu distinguer, la voix étouffée d'une femme parlant à travers une porte fermée qui ne s'ouvrira pas. J'ai entendu le haillon du camion se fermer, les valises toujours à l'intérieur, les boîtes toujours emballées. J'ai entendu le moteur démarrer. Je les ai entendus s'éloigner. Et leur départ était le son de 2 personnes quittant une maison où elles ne pouvaient pas entrer, transportant des affaires qu'elles ne pouvaient pas déballer, retournant à un appartement qu'elles ne pouvaient pas se permettre, sur une route qu'elles auraient pu emprunter le 2 novembre. Les retombées ont été financières et domestiques, et elles sont arrivées dans les espaces où l'argent d'un fils était autrefois. Le non-renouvellement de l'appartement est devenu effectif le 1er décembre. Garrett et Blit avaient 30 jours pour quitter les lieux. Sans la co-signature, le propriétaire a refusé de renouveler. Sans le complément de loyer, Garrett ne pouvait pas se permettre le loyer mensuel de 1650 € avec une pension de 2100 €. Ils ont postulé à 4 appartements à Portland. 3 exigeaient des cotes de crédit supérieures à 620. Le 4e exigeait le premier, le dernier mois et une caution, totalisant 3600 €. Le compte d'épargne de Garrett contenait 940 €. Le calcul ne tombait pas juste. Le calcul ne tombait pas juste depuis 3 ans, mais le non juste était invisible, car le juste avait été fait par un fils dont le nom était sur le chèque, et dont le nom n'était plus sur rien, sauf un bracelet sur une table de nuit,
dans une pièce où il ne dormirait jamais. Ils ont déménagé dans un studio à Gresham, à 25 km à l'est, loyer 975 €. Pas de co-signataire requis, car le studio était géré par une société qui acceptait les candidats avec des cotes de crédit supérieures à 550. Le studio faisait 37 mètres carrés. L'appartement en avait fait 85. La différence était de 48 mètres carrés, et du nom d'un fils, et les deux avaient disparu. Le service téléphonique de Dane a été interrompu le 9 décembre. La ligne qui avait porté la phrase « Tu aurais dû mieux t'organiser » s'est éteinte un mardi après-midi, alors que Dane était à l'entrepôt. Il m'a appelé depuis le téléphone d'un collègue. L'appel a duré 11 secondes. Il a dit « Ce n'est pas juste ». J'ai dit « Le 2 novembre non plus ». Il a raccroché. Les 11 secondes ont été l'appel le plus court de l'histoire d'une famille qui mesure l'amour en appel téléphonique. Et cet appel a mesuré 11 secondes, et la mesure était finale. L'assurance auto de Garrett a expiré le 10 décembre. La voiture est restée sur le parking de Gresham, non assurée. La voiture qui aurait pu conduire 20 minutes le 2 novembre était maintenant un véhicule qui ne pouvait plus légalement rouler du tout. Et le non-roulage était la forme physique d'un refus qui avait voyagé d'un appel téléphonique à une annulation de police, jusqu'à un parking où une voiture est sans couverture, et un grand-père est sans petit-fils. Et l'attente est la même dans les deux cas, immobile, non couverte, et ne menant nulle part. Mercredi soir, 22 novembre. La porte de la chambre de Cohen était fermée. Elle l'était depuis 18 jours. La porte était blanche, du même blanc que le bracelet, et la blancheur était une coïncidence. Mais la coïncidence ressemblait à un lien, et le lien était ce qui avait maintenu ma main sur la poignée 2 fois, sans la tourner. Car tourner nécessitait d'entrer, et entrer nécessitait de voir, et voir nécessitait d'accepter que la chambre était la chambre, et que le garçon n'y était pas. Et le ne pas être dedans était la chose que j'avais gérée comme je gère les ventilateurs. Une respiration à la fois, une lecture à la fois, un chiffre à la fois, jusqu'à ce que les chiffres se stabilisent et que la respiration trouve son propre rythme. Ce soir, le rythme est arrivé. J'ai tourné la poignée. J'ai ouvert la porte. La chambre était la même. Le lit était fait. Cohen l'avait fait le mardi 2 novembre, avant l'école. Parce que Cohen faisait son lit chaque matin, l'habitude d'un garçon dont le père fait des gardes à l'hôpital, et dont la mère lui a appris, avant de mourir, qu'un lit fait est une façon de dire à la pièce qu'on a l'intention de revenir. Et le lit était fait, et le garçon n'est pas revenu, mais le lit disait toujours qu'il avait l'intention de le faire. La lampe de chevet était allumée. La lampe avait un abat-jour bleu que Cohen avait choisi chez Target à 7 ans. Parce que le bleu est la couleur du ciel, et que le ciel est ce que Cohen voulait voir quand il lisait avant de dormir. Pas le plafond, mais le ciel. Et l'abat-jour était le ciel, et le ciel était toujours là. Hatchet de Gary Paulson était à côté de la lampe. Page 84. Le marque-page était le reçu de Powell S. Brian avait trouvé les baies. Brian survivait. Et Cohen ne lirait jamais la page 85. Et le jamais était le mot le plus lourd de la pièce, et le mot le plus lourd de la langue, et le mot le plus lourd qu'un père puisse porter. Et je le portais comme je porte les réglages des ventilateurs, comme un fait qui doit être géré, pas un sentiment qui peut être résolu. J'ai posé le bracelet sur la table de nuit, à côté de la lampe, à côté du livre. Val, Cohen Monsieur DN mars 2015. 9 à 11 février. Le bracelet était le dernier dossier de l'hôpital. La lampe était la dernière lumière que Cohen a choisie. Le livre était la dernière histoire dans laquelle Cohen est entré. Et la table de nuit contenait les trois. De la même manière que la poche d'un père avait contenu le bracelet pendant 18 jours, et la poche était prête à le laisser reposer, et la table de nuit était prête à le recevoir. Je me suis assis sur le bord du lit. Le lit que Cohen a fait le 2 novembre. Les couvertures étaient lisses, car un garçon de 9 ans les avait tirées fermement ce matin-là, avec la précision d'un garçon qui veut que sa chambre soit bien rangée, comme la chambre de sa mère l'avait toujours été. Comme le sont les chambres quand la personne qui y vit se soucie de son retour. L'oreiller était là où il l'avait laissé, légèrement décentré, comme Cohen dormait, décalé vers la gauche, un bras sous l'oreiller. La position que j'avais vérifiée 1000 fois depuis le seuil de la porte à minuit, pour m'assurer que la respiration était régulière et que le garçon était là. La pièce sentait la chambre d'un garçon. Lessive, moquette, et la faible trace du shampoing qu'il utilisait, la bouteille verte avec le dinosaure dessus que Ridley essaie de voler dans la douche,
parce que Ridley veut être comme son frère, et être comme son frère commence par le shampoing. L'humaine dormait dans sa chambre de l'autre côté du couloir. Ridley dormait dans sa chambre, à côté. La maison était silencieuse. Le silence était différent du silence de l'hôpital, car le silence de l'hôpital était l'absence d'un battement de cœur. Et ce silence était la présence d'une pièce dans laquelle un garçon a vécu. Et la présence n'était pas la même chose que le garçon, mais la présence était la chose la plus proche du garçon que la maison pouvait encore offrir. La chambre n'était pas vide. La chambre n'était pas disponible. La chambre n'était pas une solution pratique. La chambre était celle de Cohen. Le lit était celui de Cohen. La lampe était celle de Cohen. Le livre était celui de Cohen. Le marque-page était celui de Cohen. Et le bracelet, qui reposait maintenant sur la table de nuit, était la preuve que Cohen avait été ici, dans cette pièce, dans ce lit, sous cet abat-jour bleu, lisant l'histoire d'un garçon qui a survécu. Et la preuve était la chose que le père avait besoin de voir chaque matin en ouvrant cette porte, ce qu'il ferait désormais, car la porte était ouverte, et l'ouverture n'était pas le deuil. L'ouverture était la présence. L'ouverture était un père disant à une pièce, « Je suis toujours là. Tu es toujours à lui. » Et la porte reste ouverte. Bon retour sur le coin Reddit. Si cette histoire vous a rappelé que celui qui tient le bracelet tient la mémoire, et que la chambre d'un enfant n'est pas une vacance, partagez-la ce soir. Abonnez-vous, laissez un commentaire, et dites-moi, quelqu'un a-t-il déjà qualifié votre pire nuit de défaut d'organisation? Je vous retrouve dans la prochaine.